We do have a double mandate, and our double mandate is to offer, of course, high achievement to our kids. That's always going to be very much a priority for us, as it would be to any school board across Canada. But because we're a minority linguistic board, we also have the second mandate, which is to offer which is the cultural and community mandate. So for us, it's really important to have a cultural component in our programming, in our schools. We also have a really strong connection with every one of our centers, a school community center, so we have a strong connection with the school community component as well, and we do things that are linked to culture and linked to community. Those are really, really important. And I think I would finish by saying that one thing that's extremely important to us is to really be listening to what the needs of the Francophone and Acadian community are in PEI, so that we can be listening and modifying and really trying to meet the needs of the community because we're so small. At the same time, simultaneously meeting the needs of the achiever, which is the student, because we want them ready for post-secondary and we want them doing well in our system. Notre système est un peu différent que le système anglais, surtout dans la mesure où, d'abord, notre clientèle, c'est des ayants droit francophones et acadiens. Certains de nos ayants droit ne parlent pas la langue quand ils nous viennent, pour plusieurs raisons. Parfois, ils viennent de familles exogames où la famille a choisi de parler en anglais à la maison. Alors, le français, c'est peut-être perdu. Pour d'autres ayants droit, ils sont de générations où le français n'a pas été une option. Pour eux, peut-être leur école française aurait fermé, ainsi de suite. Mais ils ont choisi, ils voient la valeur ajoutée de la langue pour plusieurs raisons, puis ils choisissent d'emmener leur enfant ou d'inscrire leur enfant à l'école française. Alors, quand l'enfant nous vient à l'école française, ce qui nous distingue le plus entre le système anglais, c'est vraiment que l'enfant vit toute sa scolarité en français. Puis quand on regarde, il y a plusieurs choses qui nous distinguent, mais si on regarde juste le montant de temps d'enseignement en français devant quelqu'un francophone, par exemple, juste le montant de minutes où on expose nos enfants à la langue fait que le programme est très différent en immersion qu'avec nous. Parce que les élèves se font éduquer dans chaque cours en français, sauf bien sûr le cours d'anglais qu'on introduit éventuellement dans notre programmation. Alors, niveau de programme, nous, c'est pas un programme qu'on offre, alors que l'immersion, on voit ça plutôt comme un programme. Nous, c'est une scolarité en français. Ce n'est pas un programme en français. Puis l'autre chose, c'est vraiment au niveau, comme j'ai dit, de le montant de temps qu'on passe avec la langue devant quelqu'un qui nous parle la langue. Alors même pour la personne qui ne parle pas beaucoup le français, cette personne-là est vraiment exposée à des éducatrices, des éducateurs et éducatrices en français. Ils vivent leur scolarité en français toute la journée. Puis quand on regarde la recherche sur la maîtrise d'habilités de personnes, le plus bien sûr qu'on passe du temps dans ce qu'on veut maîtriser, le plus qu'on maîtrise. Alors pour nous, on a une chance à vraiment donner l'opportunité à l'enfant de vraiment maîtriser le français. On a plusieurs différents experts qui tombent dans la catégorie pour aider les enfants à besoins spéciaux. Par exemple, à l'intérieur des ETP ou le montant de personnes qui vont travailler pour la commission scolaire, la province donne à la fois à la English Language Board et à la commission scolaire des fonds pour embaucher des travailleurs jeunesse, disons, pour travailler avec les conseillers en orientation aux besoins. Aussi, on a des assistants en éducation qui fréquentent les écoles et les salles de classe pour aider dans ces situations-là. On a aussi, chaque école a des orthopédagogues qui travaillent avec les enfants, qui se spécialisent vraiment dans les besoins spéciaux. Puis leur travail, c'est vraiment de travailler à la fois avec l'enfant, souvent avec la famille, mais aussi avec les enseignants, pour être pour prendre le rôle un peu de coach ou de leader, pour s'assurer qu'on est en train de faire les interventions qu'on a besoin, puis qu'on comprend bien l'enfant dans ses apprentissages. Puis aussi, on a des orthophonistes dans notre système scolaire. On a 2 orthophonistes qui traversent l'île pour faire le travail auprès de jeunes qui ont besoin de l'aide avec leur langage. Alors oui, c'est ça, on embauche les gens.
So a right holder is a parent who has perhaps started their education in French, and perhaps their school was closed, and eventually, and that happened in 1972 in PEI, where 58 schools closed. So at that time, the Francophone community, those who were attending French schools then became busing students and went to English schools. And so those kids who started at that time and who are now adults and who have lost the language and become assimilated, they are right holders and can send their children. Also, some of our adults in our community have lost the language, haven't frequented a French school at all, but their grandparents or their parents have spoken French, and they bear a last name, a French last name, so they're Francophones from a heritage perspective. Those folks are also right holders. We have more and more people who call us on a daily basis to see if they can put their child with us, even if they're not right holders. For what reasons? Well, when we ask questions, it's because they really respect the fact that sending their child will offer to their child a mastery of French that they would like their child to have for their future. And they understand that living in a bilingual Canada is very much an advantage to their child to have the mastery of both English and French. So we have a policy in place where parents who are not right holders can send their kids. They have an application, and we have an admissions committee that looks at that, and our trustees have a look at those admissions as well, and we look at our requirements, and we allow people to come to the French school. Alors, pour aider l'enfant pendant les études scolaires, si on est un francophone ou s'il y a une personne, si on vit l'enfant vit dans un milieu minoritaire où la famille est exogame ou une personne parle en français, on encourage le dialogue avec la personne francophone en français. Pourquoi? Parce que de plus que l'enfant est exposé au français à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, bien sûr, le plus qu'il y a de chances de maîtrise de la langue et ainsi de suite. Mais en plus de ça, il y a des choses qu'on est capable de faire dans la maison, même si on n'est pas francophone. Par exemple, on peut exposer les enfants à un très jeune âge à la programmation, à la télévision, par exemple, qui serait en français. On peut faire des activités de lecture en français. Il y a aussi, on encourage les parents parce qu'il y a aussi certains sites web qui ont des activités qui sont des activités de base que les personnes peuvent faire en français. Par exemple, 1 ou 2 fois par mois, vivre une expérience en français. Si on est une personne qui ne parle pas la langue, on est capable d'exposer l'enfant de plus en plus et de vraiment encourager l'enfant de faire le devoir qui vient à la maison, par exemple. Si c'est possible aussi, l'autre possibilité, c'est de mettre l'enfant dans une activité en français, soit en été, des activités de base. S'il y a une ligue de hockey en français versus anglais, ça c'est l'autre chose. Dans certains milieux minoritaires au Canada, c'est pas aussi évident, mais dans certains d'autres, ça existe. Alors l'idée, c'est vraiment d'être un petit peu sensibiliser de notre entourage et d'essayer d'exposer l'enfant le plus que possible au français pour essayer d'avoir une balance entre l'anglais et le français dans la vie de l'enfant. For the adult learner who wants to learn the language, I think the first thing that I would say is that it's never too late to learn anything. It's my philosophy, but it's a philosophy of adult learning. And it's never too late to learn a language. What we know about language learning is that if you just take a child from the age of kindergarten to the grade 12, some linguistic research tells us that a child can learn 7 languages in that space of time with the proper encouragement and the proper things in place. So having said that, we know that the brain is very capable of learning languages. In today's society too, there are multiple ways of learning a language, either by interacting with people or by oneself. So someone who wants to learn a language, whether they're in their 30s, 40s, or older,
I think the idea is to decide what kind of modality do we want to learn the language, and then to go and find that. Is it to be with people who speak the language so you have exposure and you can practice it? Is it to take a class, for an example? Is it to maybe do something online because some people don't have the time perhaps, or maybe they're a bit shy and they don't want to be practicing with other people? Is it buying a book, because there are books as well that people can have? And I think in the end, what's really important is that it's extremely encouraging when you look at the research on language learning, people can learn the language, and there are different modalities to learn the language. And I'll go back to one of the comments I made a couple of minutes ago about the child's brain and the malleability of the brain to keep learning. What we know about the brain now is that it's much more plastic than we thought it was years and years ago, which means that learning can happen lifelong.